Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Les deux coprésidents de la commission provisoire sur la réconciliation nationale ont remis ce mercredi au président de la République les conclusions de leurs 5 années de travail sur le terrain. C'est un document de 300 pages qui retrace, selon Monseigneur Vincent Koulibaly et Elhadji Mamadou Saliou Camara, toutes les exactions que le pays a connues de l'indépendance à nos jours. Il contient également les recommandations sur la mise en place des mécanismes d'une justice transitionnelle. Mamadou Alpha. La Guinée a besoin de vérité, justice, réparation et de réformes institutionnelles profondes pour assurer un développement serein au service des générations futures. C'est le constat fait par la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale après avoir écouté les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur du pays sur la réconciliation des fils de la nation. À cet effet, la CPRN recommande que le gouvernement s'engage à la mise en place des mécanismes de la justice de transition, répondant effectivement aux attentes formulées par les populations au cours des consultations nationales. 2. Que le gouvernement, les Nations Unies et les autres partenaires techniques et financiers engagent des discussions urgentes en vue de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent rapport au niveau stratégique, programmatique et opérationnel. 3. Que la communauté internationale poursuive son appui au processus de réconciliation en Guinée en assurant le financement nécessaire pour la mise en œuvre des recommandations. À cela s'ajoute la création par voie législative d'une commission de vérité pour prendre en charge les violations des droits de l'homme, à savoir assassinat, arrestation et détention arbitraire, pillage des biens, actes de torture, exécution sommaire, violence sexuelle, incendie des maisons, décision judiciaire injuste, exécution des personnes par le feu, exil forcé, dénonciation des victimes pour les faire tuer, spoliation des biens et des propriétés, expropriation pour cause d'utilité publique sans indemnisation, expulsion. B. Enquêter sur les violations commises de 1958 à 2015. La CPRN émet aussi le souhait d'intégrer dans le mécanisme de réconciliation la prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes victimes d'exactions et qui continuent de souffrir encore. Que des réparations urgentes soient engagées pour des victimes dont la situation de vulnérabilité est attestée et nécessite une prise en charge médicale et psychologique. 14. Qu'un programme de réparation réaliste, tenant compte des réparations individuelles, collectives, matérielles et symboliques, soit proposé par la commission vérité à la suite des travaux. À cette occasion, la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée a souligné qu'initier ce processus de réconciliation, c'est aussi choisir de lutter contre l'impunité. Séraphine Ouakana a invité les acteurs de saisir cette opportunité pour poursuivre le dialogue, seule voie de consolidation de la paix et de la démocratie. En recevant ce rapport aux mains des deux vice-présidents de la CPRN, le chef de l'État a réitéré son engagement aux Guinéens d'assumer les responsabilités de toutes les violences commises dans le pays. Alpha Condé décide aussi d'aller jusqu'au bout de cette mission de réconciliation nationale déjà entamée. Pour le chef de l'État guinéen, un mort est égal à un mort. Donc, il faut que justice soit rendue dans tous les dossiers d'atrocité. Sayon Koroma. La réconciliation nationale en Guinée, c'est l'affaire de tous les Guinéens. À travers ce sketch, des humoristes appellent les Guinéens à tourner les pages sombres de leur histoire.
Ce slogan scandé est aussi et surtout une préoccupation du chef de l'État guinéen. Pour Alpha Condé, il lui revient désormais de conduire à bon port cette activité enclenchée par la CPRN. Et la commission peut toujours compter sur le président de la République. Quand vous avez contribué à mettre un enfant au monde, vous devez veiller aussi à comment cet enfant va grandir, comment il va être éduqué. Sinon, vous avez l'enfant, vous le remettez au monde pour rien. Donc votre travail n'est pas fini. Vous n'allez pas me donner votre rapport et penser que c'est fini, vous allez retourner à la mosquée, vous allez retourner à la cathédrale. Ensemble, nous allons continuer ce travail et j'encourage nos partenaires à nous accompagner. Cependant, dans cette histoire de réconciliation, une particularité se dégage. En Guinée, pour Alpha Condé, ceux qui ont été des victimes ont aussi été des bourreaux. D'où toute la complexité de la tâche. Mais comme la réconciliation des Guinéens est une nécessité, le chef de l'État guinéen s'engage à assumer toutes les responsabilités des différentes atrocités. J'ai dit qu'en tant que président de la Guinée, j'assume toute l'histoire de la Guinée dans ses aspects positifs, mais surtout dans ses aspects négatifs. Je ne veux pas comment faire dans le Camboiro, ou comment faire dans les événements de Kindia, ou comment faire dans le 2007 ou le 28 septembre. Donc, parce que tous ces événements, le peuple de Guinée les a subis, les familles les ont subis. On peut ne pas oublier, mais on peut pardonner. Mais pour pardonner, il faut que vous ayez la conscience qu'on vous a rendu justice. Je crois qu'il est très important de rendre justice aux Guinéens. Mais la tâche semble difficile et les défis sont colossaux. Tout de même, on ambitionne de rendre effective cette activité. Pour matérialiser ce souhait, le président guinéen insiste sur le dialogue et l'acceptation. Un mort, comme je l'ai toujours dit, un mort égale un mort. Si on veut rendre justice, il faut qu'on rende justice aux victimes du Camboiro, aux victimes de 85 à Kindia, à toutes les autres victimes. Mais cela ne peut pas se faire si on ne se parle pas franchement. Mais comme je vous ai dit, il est difficile de parler franchement, parce que dans les mêmes familles, vous trouvez et les bourreaux et les victimes. Les projecteurs sont désormais braqués sur le palais Sékou Touré quant à la réalisation de cette démarche de réconciliation tant souhaitée par les Guinéens. Et puis les victimes des atrocités saluent cette volonté des autorités guinéennes à faire la lumière sur les pages sombres de l'histoire du pays. Tout comme la présidente du Conseil économique et social, ils fondent tous l'espoir que cette réconciliation va aboutir à l'union des Guinéens pour le bonheur de la Guinée. Écoutez. C'est un très grand pas. Il y a un mot surtout qui a été dit qui est certainement pour moi le plus important, c'est le mot pardon. Il n'y a pas d'avenir sans pardon, a-t-il été dit ici. Et nous estimons que le travail qui a été abattu, qui est fondé non seulement sur la vérité, mais sur la justice, sur l'esprit de réconciliation, mais aussi sur le fait que nous devons travailler de telle manière que plus jamais cela ne se reproduise ici. J'espère qu'on va y arriver si on se donne vraiment le cœur. Comme l'a dit tout à l'heure le président de la République, il faudrait que les Guinéens acceptent de dire la vérité. Il faudrait qu'on arrive à se regarder en face pour dire toutes les vérités, pour qu'on puisse vraiment tourner la page de l'histoire guinéenne. Parce que tant qu'on ne lit pas notre histoire, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc moi je suis victime des événements du 28 septembre, je suis victime aussi des événements du Camboiro. Donc ce que je peux dire, il faudrait absolument qu'on ait cette justice pour parler du pardon. Je vois que le futur pour la jeunesse, il faut qu'on se donne la main. Mais il faut qu'il y ait cette vérité, il faut qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait justice. Donc si tout cela est fait dans notre pays, il n'y a pas de raison que demain les jeunes héritent un lourd héritage. Il faut donner un héritage consommable à cette jeunesse qui vont prendre la relève. Cette cérémonie de remise du rapport des consultations au président de la République a aussi connu la présence du chef de file de l'opposition guinéenne. Pour Seyid Alen Diallo, les défis restent nombreux, défis liés notamment à la mise en œuvre des recommandations contenues dans ce document. Et c'est un président de l'UFDG très optimiste qui formule ses souhaits. Suivez-le. J'y crois, je suis partisan, je suis militant de cette réconciliation. Je souhaite qu'elle ait lieu.
Je souhaite qu'elle ait lieu. Elle est indispensable pour la cohésion sociale et pour l'unité de la nation. Je pense que c'est absolument nécessaire. Et c'est pourquoi je salue le travail qui a été fait. Il reste un défi. Le défi majeur de la mise en œuvre des pertinentes recommandations qui étaient formulées à l'issue de ce travail. Je pense que c'est un excellent travail qui a été fait ces dernières années, je l'ai dit, et je félicite tous ceux qui ont contribué à ces réflexions, à ces enquêtes, à ces consultations pour finalement produire le document dont le résumé nous a été fait par Monseigneur Vincent Coulibaly. Clôture ce mardi du séminaire d'information, sensibilisation et des plaidoyers sur le soutien aux victimes de torture. Organisé par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, cet atelier de 2 jours a regroupé plusieurs officiers de la police judiciaire, de la gendarmerie, de l'armée ainsi que des défenseurs des droits de l'homme de Conakry et de l'intérieur du pays. Limariam Bailo. La lutte contre la torture nécessite un engagement des autorités du pays et c'est dans ce sens qu'en accord avec les structures partenaires, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a organisé ce séminaire de sensibilisation et de plaidoyer sur le soutien aux victimes de torture. Durant 2 jours, ces officiers de la police judiciaire et les défenseurs des droits de l'homme se sont penchés sur des questions y afférentes. Le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme interpelle ainsi les participants à faire un effort pour faire comprendre à la population que le processus de lutte contre la torture est déjà en cours. Il faut les appliquer, les respecter. Même avant de respecter, on doit le promouvoir, les faire connaître à tout le monde. Mettre ce document à la disposition de tous ceux qui possèdent une portion du pouvoir de l'État. Et je pense que nous sommes constamment interpellés parce que les partenaires techniques et financiers sont là en Guinée pour accompagner le gouvernement. Nous avons aussi notre rôle à jouer dans la vulgarisation de ces instruments juridiques. Le président de l'INEDH a d'abord pour sa part félicité les participants avant de signaler que son institution et lui-même sont disposés à tout mettre en œuvre pour contribuer efficacement au recul du phénomène tortionnaire en Guinée. Après 2 journées d'intenses travaux en faveur de l'amélioration du dispositif national de lutte contre la torture et pour le soutien aux victimes de la torture, vous méritez d'être félicités et encouragés. Encouragés à participer aux actes destinés à concrétiser les idées issues de cet important atelier. Nous devons protéger les enfants, les personnes handicapées et autres personnes vulnérables. L'une des innovations qui s'est dégagée à l'issue de ce séminaire, c'est bien la prise en compte des violences basées sur le genre vu l'ampleur de ce phénomène ces dernières années dans le pays. Les séminaristes ont été donc responsabilisés à mener des sensibilisations sur les violences basées sur le genre afin de minimiser les risques. À quelques jours seulement de la fête de Ramadan, l'engouement dans les ateliers de couture est perceptible. De Kaloum à Dixine, en passant par Matam, les clients viennent au compte-gouttes. Mais des couturiers rencontrés dans ces différentes communes disent avoir achevé la plupart des habits à coudre. Selon eux, seuls les clients tardent à venir chercher leur tenue de fête. Ces couturiers sont aussi confrontés aux coupures intempestives d'électricité. Saloum Kondé. Cette année, les activités tournent au ralenti dans la plupart des ateliers de couture. Ce matin, dans un atelier à Dixine, Jacqueria se préoccupe à classer dans le placard des tenues de fête qui sont déjà prêtes. Juste à côté, son maître s'inquiète pour des clients qui tardent encore à venir chercher leurs habits. La majeure partie des habits sont faits, mais les gens ne viennent pas chercher. Il y a certains qu'on l'appelle pour qu'ils viennent chercher, mais ils attendent jusqu'à la dernière minute pour venir chercher. Si attendent jusqu'à la dernière minute, on a des problèmes parce qu'il y a certains habits qui ont des petites retouches. Si tout le monde vient en même temps, c'est pas bon. On prie les gens pour qu'ils viennent chercher. Parce que s'ils ne viennent pas encore, c'est pas bon pour nous. À Matam, Alpha Amadou Bari a passé une nuit blanche en train de travailler. Dans son atelier, des apprentis travaillent encore d'arrache-pied. Ce mercredi matin donc, le couturier vient de recevoir une cliente. Soirée Mariam est venue chercher sa tenue de fête. Mais elle a constaté cette année l'augmentation du frais de couture. Il y a une légère hausse quand même des prix, vu les difficultés de la vie.
Par exemple, l'année passée, on pouvait coudre un complet à 150 000, 200 000, mais cette fois-ci, quand on veut vraiment de la qualité, on est obligé d'aller jusqu'à 250 300 000 pour certains. Dans cet atelier de Amadou Bari, les difficultés ne manquent pas. Coupure intempestive d'électricité ou encore le paiement d'impôts se font sentir. Surtout le coupure de courant, ça nous fait vraiment très mal à l'aise. Et on est obligé de brancher le groupe parfois. Mais quand même ça va. Il y a des impôts à payer, il y a des taxes, il y a des salubrités, je ne sais pas si c'est les salubrités ou quoi là. Il y a des gens qui viennent nous demander, je ne sais pas comment. Mais quand même on arrive à payer, on arrive à s'en sortir. Ces dernières années, la veille des fêtes de Ramadan est caractérisée par la cherté de la vie, comme le témoignent des citoyens. Même engouement du côté de Madina, le plus grand marché de la capitale, sauf que là, les prix des articles divers s'avèrent inabordables. Dans les boutiques et magasins, les clients se plaignent de la cherté des marchandises et peu arrivent à faire des achats. Plus de précision avec Aïssata Fofana. Fanta Kamara est une mère de famille de 6 enfants. À l'approche de cette fête de l'Aïd el-Fitr donc, elle est venue faire ses achats au grand marché de Madina, dans la commune de Matam. Mais sur les lieux, les prix s'avèrent exorbitants. Nous voulons juste une robe, mais les prix varient entre 250 000 et 300 000 francs guinéens. Et avec tes 6 et 7 enfants, comment vas-tu faire? C'est pas facile. Même propos chez Madame Conté Mabinti, qui, elle, n'a jusque-là pas encore trouvé sa convenance. Tout est cher, il y a certains qui parlent de devises. Vraiment, le marché est trop cher. On ne sait même pas où donner la tête. Pour vérifier cette version, nous avons aussi tendu le micro à l'une des vendeuses. Pour cette dernière, la hausse des devises et les frais de dédouanement de la marchandise sont les causes de cette cherté. Avant, le dollar se monnayait à 700 000 francs guinéens, mais aujourd'hui, c'est à 915 000 francs. Avant, on dédouanait un colis à 1 500 000 et en ce moment, un colis se dédouane à 4 millions de francs guinéens. Malgré ce coût de la vie, l'engouement est tout de même perceptible dans le plus grand centre de négoce de la capitale. En France, la contestation de la loi de travail domine l'actualité. Après une nouvelle journée de mobilisation hier, syndicats et patronats sont reçus à Matignon cet après-midi. Le gouvernement va leur détailler une série de propositions. Suivez. Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent mercredi syndicats et jeudi le patronat pour faire un point sur la loi travail. Une opération délicate pour tenter de renouer le dialogue. Même si le gouvernement reste clair, la philosophie de la loi ne changera pas. Cette rencontre intervient au lendemain du passage de la loi travail au Sénat qui en a livré une version durcie et bien plus libérale. Une version de droite de la loi travail dont le gouvernement compte bien se servir en sa faveur dans les négociations. Durant la 11e journée de mobilisation contre le projet de loi travail, aucun incident majeur n'a été signalé, si ce n'est quelques échauffourées. Des casseurs ont été interpellés en amont de la manifestation grâce au barrage filtrant. Pour cause, près de 2500 policiers ont été mobilisés à Paris pour sécuriser le cortège et le parcours de la manifestation du 28 juin. Des mesures de sécurité efficaces. Mais pour le leader de la CGT, c'en est trop. C'est absolument scandaleux de venir en manifestation et de subir des palpations au corps. On est plus contrôlé que pour entrer dans les matchs de foot. Selon la préfecture, cette manifestation a rassemblé 15 000 personnes, 55 000 selon les syndicats. Une autre journée de grève et de rassemblement est prévue pour le 5 juillet, jour du vote du texte de loi, en deuxième lecture à l'Assemblée. Moi, ce que je constate, c'est que sur la question du dumping social généralisé qu'on porte depuis plusieurs mois, personne ne nous apporte de réponse en disant ça ne va pas se passer comme ça. Et tous les exemples que nous avons n'ont jamais été contredits. Ce que je constate aussi, c'est que l'opinion publique est toujours largement défavorable à ce texte. Des rencontres bilatérales très attendues, les syndicats espèrent des changements et comptent bien maintenir la pression jusqu'à obtenir satisfaction. Charlie Hebdo aurait été de nouveau la cible de menaces de mort. La direction du journal a déposé plainte. Une enquête a été immédiatement ouverte. Suivez. Charlie Hebdo de nouveau en alerte. Le journal satirique français pourrait être une nouvelle fois la cible de terroristes. Une plainte a en tout cas été déposée et une enquête pour menaces de mort a été ouverte par le parquet de Paris.
Les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance de la police judiciaire ont été chargés de remonter la piste des auteurs de plusieurs messages postés sur la page Facebook de Charlie Hebdo. Des messages qui évoquaient clairement le fait de vouloir s'en prendre physiquement aux membres de la rédaction. Ils ont depuis été retirés des réseaux sociaux. La direction de Charlie Hebdo n'a pas souhaité commenter. Les membres de la rédaction font toujours l'objet de mesures de sécurité renforcées depuis l'attentat du 7 janvier 2015, encore très présent dans les esprits. Les frères Kouachi, qui avaient prêté allégeance au groupe islamiste Al-Qaïda au Yémen, avaient fait irruption dans les locaux du journal satirique et tué 12 personnes, dont 5 dessinateurs historiques de Charlie Hebdo, notamment les emblématiques Charb et Cabu, mais aussi 2 policiers. Quelques jours seulement après cette attaque terroriste, Charlie Hebdo avait repris sa publication sans chercher à modifier son ton, au risque d'être encore une fois une cible de choix pour certains. Bruxelles accueille aujourd'hui un sommet européen à 27 sans David Cameron. Le Premier ministre britannique n'a assisté qu'à la première partie de la réunion. Lors d'un dîner, il a fait ses adieux à l'Union européenne et a laissé entendre quelques propositions, mais s'est fait recadrer par certains responsables européens. Regardez. Les représentants de l'Union européenne se retrouvent ce mercredi à 27 pour la suite du sommet. Ils s'accordent à tirer les leçons de la sortie de la Grande-Bretagne. Objectif, éviter la contagion et construire un avenir meilleur au sein de l'UE. Ce mardi sonnait le dernier dîner des représentants des 28 membres de l'Union européenne. L'heure était aux adieux pour la Grande-Bretagne. David Cameron semblait crispé et mal à l'aise face à ses anciens associés de l'UE. Même s'il souhaitait rester l'allié de Bruxelles, pas question pour lui de regretter le référendum. Je pense que nous avions de bons arguments, mais nous devons accepter le choix du peuple britannique. Je suis un démocrate, donc bien sûr que je regrette le résultat, mais je ne regrette pas d'avoir organisé le référendum. Je pense que c'était la bonne chose à faire. J'ai été très fier d'être Premier ministre de notre pays pendant 6 ans. Cela a été un grand honneur. Bruxelles aussi regrette le choix des Britanniques, mais l'Union européenne a fait le choix de la fermeté et veut presser le Royaume-Uni de déclencher la procédure de divorce. J'espère que la procédure de retrait de la Grande-Bretagne va arriver le plus rapidement possible. Nous voulons que l'article 50 soit déclenché aussi vite que possible. Le président de la Commission européenne n'a d'ailleurs pas hésité à s'étonner de la présence à Bruxelles du leader du camp du Leave. Je suis vraiment surpris de vous voir ici. Vous vous battez pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Pourquoi êtes-vous ici? Pour le président français, pas question de sanctions, mais les Britanniques payeront le prix de cet abandon. Il ne s'agit pas de punir le Royaume-Uni, et encore moins le peuple britannique, qui a fait son choix souverainement, librement, et en même temps, il a pris son risque. Et le peuple britannique doit savoir que pendant un temps, sans doute, il va en subir les conséquences. Pour la Grande-Bretagne, l'histoire avec l'Union européenne s'arrête bientôt, mais pour l'UE, l'histoire continue. Bruxelles est maintenant tournée vers l'avenir et cherche une nouvelle trajectoire. Dernier élément de cette édition d'information, une attaque a visé l'aéroport international d'Atatürk à Istanbul. Un triple attentat suicide qui a causé la mort de 41 personnes et blessé 239. Les images diffusées hier soir sur les réseaux sociaux sont encore dans les esprits, mais malgré tout, l'aéroport a ouvert 12 heures après la triple explosion. Regardez. Il est 22 h mardi, l'aéroport international d'Istanbul est rempli de touristes. 3 terroristes arrivent sur les lieux à bord d'un taxi. Ils entrent alors dans le terminal des vols internationaux et ouvrent le feu sur la foule à l'aide d'une Kalachnikov. Ils mitraillent aveuglément les passagers et les policiers en faction. Les forces de sécurité turques répliquent, une fusillade éclate avec les terroristes. J'attendais mon vol pour Tokyo et soudain plein de gens se sont regroupés et se sont enfuis dans la zone de sécurité vers la porte. Et je les ai suivis. J'ai entendu des coups d'armes à feu. C'était la panique pour tout le monde. J'étais là, on devait faire les contrôles de bagages et pendant qu'on mettait nos sacs, nos passeports, tout, quelqu'un est arrivé et nous a tiré dessus. Ma sœur s'est enfuie en courant, mais je ne sais pas où et après je suis tombée par terre. J'étais sur le sol jusqu'à ce qu'il ait terminé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé ma sœur, je n'ai plus rien, tout est resté à l'intérieur.
l'intérieur. Sur ces images de vidéosurveillance, on aperçoit clairement l'un des terroristes à terre, touché par les balles d'un policier. Ce dernier s'éloigne à la vue de sa ceinture d'explosifs. À ce moment-là, les 3 terroristes viennent de se faire exploser. Aucune revendication pour le moment, mais la méthode rappelle l'attentat du 22 mars dernier dans l'aéroport de Bruxelles. 2 terroristes s'étaient fait exploser dans le hall des départs. Les autorités turques accusent aujourd'hui l'État islamique. Les preuves récoltées par nos forces de sécurité indiquent que cette attaque terroriste a été réalisée par Daesh. Même si les preuves pointent du doigt l'État islamique, l'enquête est toujours en cours. Le bilan est lourd, plusieurs dizaines de victimes turques et étrangères et de nombreux blessés. Fini ce journal, merci à tous de l'avoir suivi et portez-vous bien. Thank you.